Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit, le podcast by Fed Legal. Je suis Audrey Deleris et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marie Jourdain qui est VP Legal and Business Affairs chez On Location. Marie, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Audrey, ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Et je suis ravie aussi parce vous ne savez pas, parce qu'on vous écouterez ce podcast, mais on a failli pas le faire parce qu'il nous manquait un petit élément, un câble du coup, donc les aléas du direct et ça, pour le coup Marie, toi tu vas nous en parler, mais avec évidemment ton métier, les urgences, tu connais. Voilà. Tout à fait. Donc, on va pas parler de cette histoire de câble, du coup, qui était un petit peu gênante. On va surtout se concentrer sur ce que tu as à nous dire, Marie. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Qui es-tu, Marie ? Tout à fait. Écoute, je suis Marie Jourdain. Donc, comme tu le disais, aujourd'hui, je suis vice-présidente Legal et Business Affairs chez On Location, qui est une société qui est en charge du programme d'hospitalité des Jeux Olympiques de Paris 2024, de Milan-Cortina 2026 et de Los Angeles 2028, mais je crois qu'on y reviendra. J'ai 20 ans d'expérience dans le sport et dans l'entertainment. J'ai eu des casquettes variées et une des particularités de mon parcours, c'est que j'ai développé une expertise dans le droit des affaires et plus généralement dans le business lié au sport et à l'entertainment. Et j'ai travaillé les 20 dernières années dans des activités très variées, dans des sports variés, dans le football, dans le rugby, le tennis, l'escrime, la voile, le badminton, le sport automobile et maintenant les Jeux Olympiques. Donc si on revient un peu sur mon parcours, moi j'ai été avocate pendant 8 ans, entre 2004 et 2012, 6 ans dans des cabinets d'affaires internationaux et ensuite 2 ans dans mon propre cabinet. Je suis au départ spécialisée en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. Donc au départ, j'ai fait du conseil et du contentieux assez classiquement. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir dans des activités, dans des domaines d'industrie très variés, que ce soit la cosmétique, les dispositifs médicaux, les chaussures, la tech, le sport bien sûr, la presse, la distribution. Parce que c'est vrai que la propriété intellectuelle, c'est un spectre extrêmement variant en termes de domaine d'industrie. Et en 2012, j'ai posé la robe, j'ai rejoint le groupe Renault. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie ? Et plus spécifiquement, on y reviendra, le sport automobile, pour devenir au départ responsable juridique de Renault Sport F1, c'est ainsi que l'entreprise s'appelait à l'époque, qui est une société française en charge du développement et de la commercialisation de moteurs de Formule 1. Responsable juridique pour commencer, ensuite je suis devenue secrétaire générale de cette société, donc j'ai un premier spectre un peu plus loin que le droit, où j'avais le droit, le juridique, mais également le business, le marketing et la communication. Et en 2016, le groupe Renault a décidé d'avoir vraiment un changement assez important dans sa stratégie en termes de sport automobile et de développer significativement ses activités en procédant à l'acquisition d'une écurie de Formule 1 en Angleterre, en développant des activités en formule électrique, en e-sport. Et donc là, je suis revenue à mes premières amours où je suis devenue General Counsel de l'ensemble de la business unit Renault Sport Racing, qui avait toutes les activités sport automobile du groupe Renault, entre la France et l'Angleterre. Et en 2022, il y a eu une réorganisation du groupe encore. Renault Sport Racing est devenu Alpine. Et là, je suis devenue General Counsel de cette business unit. Donc il y avait toujours toutes les activités de sport automobile, mais aussi toute la partie véhicules sportifs premium du groupe. Et quand je suis arrivée aux Jeux Olympiques, en fait, j'ai eu une opportunité magnifique qui se présente en 2022, qui est faire partie de l'aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, où j'ai rencontré notamment le directeur général d'On Location, et j'ai été recrutée, j'ai vraiment saisi la balle au bon, et j'ai été recrutée comme senior legal et compliance director, donc en charge du juridique et de la conformité. Donc On Location, c'est une société, donc ce que je te disais, qui est en charge de toute l'hospitalité des Jeux, donc je sais pas si ça parle aux auditeurs, mais l'hospitalité, si on essaye de l'expliquer très simplement, c'est dès lors qu'il y a un accès à une session sportive et une prestation complémentaire. Et là, tu vas me dire, quelle prestation ? Tout à fait. Ça peut être du transport, ça peut être de l'hébergement comme un hôtel, ça peut être une expérience culinaire, ça peut être une expérience sportive, culturelle, tout ce que le produit va pouvoir développer. Et donc, on est le seul opérateur à pouvoir faire ces prestations, donc pour tous les Jeux de Paris, également Milan et Los Angeles 2028, puisque c'était vraiment un appel d'offres qui avait été lancé par le CIO
pour le Comité international olympique pour 3 Olympiades. D'accord. Et depuis 2023, je suis donc vice-présidente Legal et Business Affaires. J'ai sous ma responsabilité 3 départements, le juridique, la conformité et les achats. Et enfin, puisque je ne suis pas qu'une activité professionnelle, je suis aussi une personne. Donc, j'ai une vie à côté. Je suis normande, je suis plus exactement rouennaise. Et je suis la fière maman de 3 enfants. Louise qui va bientôt avoir 10 ans et Gustave et Garance qui vont bientôt avoir 4 ans. Ce sont des petits jumeaux. Voilà. On les salue, je pense qu'ils vont être très contents que tu parles d'eux. Merci pour cette présentation. Du coup, je veux bien qu'on fasse un petit rétro-pédalage et qu'on revienne justement où Marie, tu dois décider ce que tu fais comme étude. Pourquoi tu as choisi le droit? Comment ça s'est fait? Alors, moi, au départ, je viens pas du tout d'une famille de juristes ou d'avocats. Donc, je suis la première. Je sais pas si je serai la dernière. Mais j'ai eu la chance que mes parents, en fait, soient très ouverts sur ce que je voulais faire, qu'ils me laissent décider de mon parcours. J'avais pas de pression particulière. Pas d'une monde alors, non plus de mes parents sur ce que j'ai fait. Le droit, c'est venu C'était pas une vocation au départ, je vais être tout à fait honnête. Moi, quand j'étais au lycée, j'aimais bien en philo toutes les réflexions sur la morale, la justice, l'éthique. Et puis il y avait un côté, le droit, ça mène à tout. Donc assez naturellement, je me suis dit le droit, oui, ok. Et il y avait un petit côté, j'aimais bien quand même tout ce milieu des avocats, magistrats, même si je le connaissais pas très bien. Donc j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait la fac de droit à Rouen. La majeure partie de mes études, j'ai été jusqu'à maîtrise droit des affaires et j'ai fait mon DESS parce qu'à l'époque on parlait DESS en propriété industrielle à Assas, Paris 2. Quand j'ai commencé à faire du droit, un peu naturellement, je me suis dit en fait j'aimerais bien être pénaliste. Donc il y a toujours un peu ce côté les ténors du barreau, les plaidoiries. Et j'ai fait un stage chez un pénaliste en maîtrise et j'ai bien fait de faire ce stage parce que je l'ai trouvé passionnant, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi. Pourquoi pas pour moi parce que c'était passionnant, mais je trouvais que la charge émotionnelle que tu avais en fait sur des dossiers en pénal était énorme et d'une certaine façon, je considérais que j'avais pas les épaules ou en tout cas que je saurais pas m'en sortir et avoir une distance vraiment, je dirais aussi technique sur le sujet et qu'il y avait il y a des histoires qui en effet sont certainement passionnantes d'un point de vue juridique, mais c'est des personnes, ça peut être aussi tragique, ça peut être... Donc voilà, je sentais que j'aurais pas ce fit, en tout cas que c'était pas pour moi. Et la même année, en fait, j'avais un module d'initiation à la propriété industrielle. Donc la propriété industrielle, pour les auditeurs, c'est les brevets, les marques, le droit d'auteur, les dessins et modèles. C'est tout ce qui est la protection de la création et de l'innovation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était peu développé à l'époque encore. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose sur lequel j'adhérais vraiment, je dirais, sur le produit. Ça m'intéressait sur l'innovation, la création. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ce DESS à Paris. Et en même temps, j'ai commencé aussi le concours d'avocat. Donc ici encore, pourquoi avocat? Alors déjà, avocat, il y a quelques années, on devait être avocat. C'était un peu un must-have. Il n'y avait pas trop la case où on faisait la fac de droit et on passait en juriste. Donc ça, c'était un premier point. Il y avait ce côté plaidoirie qui m'intéressait vraiment. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien raconter des histoires. Donc c'était comme ça que je suis devenue avocate. Alors j'ai fait des plaidoiries, j'ai plaidé, mais j'ai aussi un peu déchanté sur la réalité de la plaidoirie quand tu arrives devant un juge, que tu déposes tes observations et que de toute façon le magistrat t'a dit pas plus de 10 minutes. Donc voilà, c'était pas forcément la vision que j'en ai eue, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des beaux moments devant les juridictions. D'accord. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a eu pendant 8 ans du coup ce parcours en tant qu'avocate qui semble t'avoir beaucoup plu. Qu'est-ce qui t'a fait en fait vouloir changer et aller côté entreprise? Parce que c'est une question que moi j'aime bien poser, alors que ce soit dans le cadre du podcast ou aussi dans le cadre des entretiens que je mène avec les candidats. Qu'est-ce qui, ça s'est fait où tu t'es dit allez, je quitte la robe et j'y vais? Alors ça s'est fait plutôt en douceur pour moi, et en douceur parce que j'ai eu l'opportunité, je dirais, d'avoir 2 galops d'essai en entreprise. La première fois, premier essai, si tu m'autorises l'expression, c'était la Coupe du Monde de rugby en 2007. D'accord. Donc à l'époque, j'étais avocate chez Clifford Chance, qui est un cabinet international anglais, et qui était très actif dans l'industrie du sport. Et j'ai eu l'opportunité d'être détachée à la Fédération internationale de rugby et leur agent commercial IMG pendant presque 2 ans comme responsable juridique du programme commercial et du programme
programme de protection des droits de l'événement. Donc le programme commercial, c'est tous les contrats liés au sponsoring, aux produits dérivés, qu'est-ce que tu vas voir, l'hospitalité, les diffuseurs. Et le programme de protection des droits, c'est comment en fait tu vas protéger les marques de l'événement pour éviter de la contrefaçon, comment tu vas lutter contre le marché noir des billets, contre des contenus, je dirais, de propriété intellectuelle illicites. J'ai fait ça pendant 2 ans et c'est une expérience qui a été, d'une part, incroyable. J'étais jeune avocate, j'ai été immergée dans un monde que je connaissais pas du tout. Et c'est là où ça a été pour moi un déclencheur parce que j'ai dû apprendre très vite que le juriste, il était attendu très différemment en entreprise, que la note de 3 pages, voire même de 2 pages, c'était impossible, que ce qu'on voulait, c'était des conseils très pragmatiques, très concrets. Et j'ai eu un rôle très opérationnel. Pour te donner un exemple, Coupe du Monde de rugby 2007, 48 matchs. Moi, j'ai fait 30 matchs pour assister en fait les autorités publiques, que ce soit la DGCCRF, les douanes, la police, pour faire ce programme de protection des droits en pratique. D'accord. Donc ça, c'était la première expérience. Et après, il y a eu un peu le tour de chauffe avec la Formule 1. Donc la Formule 1, c'est une histoire un petit peu différente. Ça, c'est une histoire de contact aussi et de réseau. Je suis mis en contact en fait en 2009 par une bonne amie, Aude, que je remercie encore, avec le directeur général adjoint de Renault F1 Team. Et à l'époque, il cherche une directrice juridique. Et je me dis, le projet m'intéresse, c'est en plus un combo un peu différent entre du marketing, parce que tout l'aspect marketing de la Formule 1 et le côté très technique en fait des voitures du championnat. Bon, ça va se passer très différemment puisque on échange et puis à un moment il me dit en fait il y a un petit changement de programme, le groupe Renault veut vendre l'écurie de Formule 1, donc il n'y a pas de job en fait. Et dans un contexte très particulier, ils viennent en fait de sortir d'un scandale qui a été du plus grand scandale en fait de la Formule 1 qu'on appelle le Crashgate. Donc le Crashgate, c'est un scandale où tu as eu un pilote qui a provoqué un accident volontaire pour favoriser la victoire de son coéquipier. Pas super en termes juridiques et de gouvernance et éthique. Et en plus, ça a donné lieu à une énorme crise financière pour cette écurie puisque les sponsors se sont retirés. Donc Renault décide de vendre. Et moi, j'avais eu un bon contact avec le directeur général de l'écurie. Et en fait, je suis partie en détachement chez lui pendant 6 mois pour l'assister en fait sur toute la partie, je dirais, commerciale, propriété intellectuelle de la vente de l'écurie. Donc détachement qui a été une très bonne expérience. Renault est sorti en fait du capital, a monté un nouveau business model. Après ce détachement, je reprends la profession d'avocat. Donc, j'avais mon cabinet. Je travaille pour Renault F1. Déjà, t'avais déjà quitté, et j'avais pour monter ta j'avais ma propre structure, en effet. Et puis, en fait, j'étais de plus en plus active pour Renault. Mais là, pour le coup, plus sur la partie moteur de Formule 1, pas la partie écurie. Et c'est donc, ça a été assez naturel, en fait, quand ils m'ont proposé de les rejoindre. Je connaissais le client, je connaissais l'activité. Donc, ça a été vraiment pour ça un passage en douceur. C'était pas du tout un saut dans l'inconnu, c'était une suite logique. Et je pense que ça venait à un moment de mon parcours où j'avais envie aussi d'autres choses. J'avais envie d'être en amont des dossiers, j'avais envie d'être au niveau de la stratégie aussi de l'entreprise, pas juste en aval quand on vient de voir avec un problème. D'avoir aussi un quotidien d'entreprise qui est très différent du quotidien d'un cabinet. Et je pense que ça va te parler, j'avais envie aussi un peu dans ma tête d'aller au-delà du droit. Ok, merci en tout cas pour ces explications et tu nous as déjà présenté ton parcours dans les grandes lignes, en tout cas au départ, et on sent que le sport est quand même très présent. Justement, là, tes détachements, ça a été du coup avec la Fédération française de rugby, ensuite du coup la Formule 1. Est-ce que c'était une envie de ta part le sport ou ça s'est venu naturellement à toi? Est-ce que t'es une fan de sport dans l'absolu déjà? Alors les deux, les deux. Moi, je suis une fan de sport. Je cours, je nage. Plus jeune, je faisais beaucoup de gymnastique. Donc, je pratique le sport. J'adore regarder le sport. J'ai jamais fait de Formule 1, mais je regarde la Formule 1. Okay. Même avant de rejoindre alors avant non, Renault. pour être tout à fait honnête, c'était un milieu que je connaissais pas. Quand je suis arrivée chez Renault F1, quand j'ai commencé à travailler pour eux, je pense que mon premier achat était c'est un livre qui s'appelait Comprendre la Formule 1, parce que j'étais très loin des culasses, pistons, etc. Mais j'ai appris au fur et à mesure et je me suis vraiment pris au jeu. Mais de façon plus générale, j'adore aussi regarder le sport, l'émotion qui vient vraiment du sport. Et en parallèle, voilà, j'ai eu la chance de commencer dans un cabinet qui avait vraiment cette spécialisation de l'industrie du sport, qui n'est pas le droit du sport, je pense qu'on y reviendra. Et c'est venu comme cela, en fait. C'était entre aimer le sport et avoir l'opportunité d'y être.
D'accord. Et d'évoluer dedans. Et toi qui évolues justement depuis une vingtaine d'années dans le domaine du sport que toi tu apprécies particulièrement avec ta casquette du coup d'avocate et juriste maintenant, est-ce que tu penses que c'est primordial d'aimer le sport ou travailler dans le sport? Alors, je pourrais te faire une réponse de Normande avec un ni oui ni non. Si tu veux, aujourd'hui, travailler dans le sport, c'est une industrie. C'est une industrie comme une autre. Je sais qu'il y a une certaine réticence, notamment en France, de parler de sport business, mais le sport, c'est une industrie, c'est un métier. Et d'ailleurs, c'est bien que ça, le sport business, parce que ça montre que le sport, il a évolué, qu'il est en train de se structurer, qu'il y ait plus de gouvernance, qu'il se régule également. Donc, ce qui veut dire que quand tu vas dans l'univers du sport, tu vas avoir tous les métiers traditionnels. Tu auras un directeur commercial, tu auras un directeur marketing, alors parfois un directeur technique, ça dépend vraiment des activités. Tu vas avoir des directeurs juridiques. Donc, tu as besoin de gens qui ont, je dirais, une compétence métier spécifique. Après, donc, t'es pas obligé d'adorer le sport pour évoluer dans l'industrie du sport, mais c'est comme, je dirais, comme tout milieu. C'est quand même des gestions de projets, des produits sur lesquels, en fait, tu le vis au quotidien. Donc, si t'aimes pas du tout le produit et que t'aimes pas le sport, je pense que ça fait des gens un peu malheureux. Oui. Dans mon équipe, tout le monde aime le sport. On va parler de football, de Formule 1, de tennis, de natation, de gymnastique. Ça fait partie de notre quotidien, sans forcément parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, pour moi, c'est comme quelqu'un qui va dans l'univers artistique et qui déteste ça. Je suis pas sûre que ça soit très épanouissant. En tout cas, faut pas forcément être fan non plus. Voilà, c'est pas forcément fan, mais je pense que voilà, faut avoir une appétence quand même pour le sport. Et pour aller un peu plus loin dans ta question, je suis pas sûre non plus qu'il faille venir de l'industrie du sport, de l'univers du sport pour aller dans le sport. Moi, aujourd'hui, j'ai dans mes équipes, ce que je cherche, c'est la diversité des profils et des expériences. Donc, j'ai des gens qui viennent du sport et de l'entertainment, mais j'ai des gens qui viennent aussi de la pharmacie, du luxe, du pétrole. La dernière personne qui est arrivée chez nous, elle vient de la nutrition animale. Mais ce qui compte, c'est de trouver les meilleurs, que ce soit les meilleurs au niveau technique, les meilleurs au niveau, je dirais aussi, personnalité. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe parce que je serais rien sans eux. Mais c'est ça qui compte, en fait. C'est d'avoir des gens qui peuvent vraiment, je dirais, s'intégrer dans un projet, tant par leurs compétences professionnelles, mais qu'aussi par leur personnalité, leurs compétences personnelles. Merci de le rappeler, parce qu'évidemment, je partage totalement ce que tu es en train de dire. Tous mes clients ne sont pas comme ça, donc parfois il y a des besoins spécifiques où il faut quelqu'un qui a une industrie particulière, d'une compétence particulière, mais il y a aussi le côté appétence, adaptabilité, et surtout, on va en parler, dans ton domaine et de l'actualité avec les JO, forcément, il faut être à la table. Et c'est ça que tu allais chercher aussi, j'imagine, et pas forcément la connaissance très précise du milieu sportif. Non, ça, et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui on apprend sur le tas. Moi, c'est la première fois que j'évolue dans le domaine des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai appris. Ça fait 2 ans que je suis chez On Location. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais j'ai appris au fur et à mesure les codes, les acronymes, parce que c'est bien de connaître le sport, mais il y a tout un écosystème. Et il s'apprend. Il se comprend, il s'apprend, et après, il faut dérouler. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur ton périmètre, parce qu'on a vu là quand même en 2 ans beaucoup évolué. T'es arrivé donc en tant que juriste, uniquement, entre guillemets. J'imagine que t'étais déjà bien occupé il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on passe justement d'un poste de juriste pur à la base à un poste beaucoup plus large, avec une équipe plus large, et comment aussi, il y a beaucoup de questions que je suis en train de poser, avec une équipe aussi qui n'est pas juriste parfois. Il y en a certains qui sont pas juristes que tu manages. Alors, donc moi aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Donc j'ai 3 départements, en effet, comme tu le disais, j'ai commencé toute seule, et d'ailleurs au départ c'était prévu que je reste toute seule. On est aujourd'hui 12, donc les choses ont bien modifié. Je suis arrivée. J'avais le juridique, donc c'est monté en puissance, hein. Ça a été déjà un travail d'analyse, de cartographie des besoins, des attentes pour monter vraiment, je dirais, un plan de recrutement et un plan d'organisation. Donc au départ, moi je me suis très concentrée sur le juridique parce qu'aussi j'étais toute seule, et au fur et à mesure, en fait, il y a les autres départements qui sont arrivés. Donc en fait, donc mon équipe, je l'ai structurée en 3 départements. La première, c'est le juridique, qui est vraiment en charge de toutes les affaires juridiques, de tout le conseil, de tous les contrats en fait d'On Location dans le cadre des Jeux. Donc c'est très varié, hein. Ils vont faire de la propriété intellectuelle, du droit des contrats, du droit commercial, de la publicité. Enfin, ils ont vraiment un spectre extrêmement varié. Et des contrats aussi très diversifiés, hein. Ça peut être du contrat avec une agence de production un matin, un hôtel l'après-midi, le lendemain des sociétés de transport.
Ensuite, il y a vraiment tout le département compliance qui, au départ, moi, ça a pris aussi un peu de temps pour cartographier les besoins, qui est responsable de tous les sujets liés à l'éthique, anticorruption, données personnelles, concurrence, et également un secteur un peu réglementaire chez nous, c'est qu'on est techniquement une agence de voyage. Donc, on a toute une réglementation spécifique, notamment pour protéger les consommateurs en cas de défaillance que l'on doit respecter. Et enfin, le procurement, donc ce qu'on appelle plus simplement les achats. Donc là, c'est vraiment toute la partie comment sélectionner les fournisseurs, qu'est-ce qu'on va mettre en place, donc comment déjà évaluer les besoins en fait des directions. Est-ce que ceux qui veulent des sociétés de traiteurs, quels sont leurs besoins, quels sont les menus. Donc il y a tout un point vraiment de cahier des charges techniques. Trouver en fait les potentielles sociétés que l'on va pouvoir mettre dans un appel d'offres, conduire l'appel d'offres, contractualiser ensuite, donc ça avec l'aide du juridique, et enfin suivre, puisque le plus important dans tout ça, hein, c'est la mise en œuvre. L'idée, c'est que quand même, nous, on est des clients qui aient le meilleur service, donc comment on assure la meilleure expérience avec. Donc ça va être le département achat. Comment j'en suis arrivée là ? Un petit peu par hasard. Au départ, il y avait le juridique, donc moi, je me suis assez vite mis sur la compliance, qui est un peu le candidat naturel au juridique. Et t'as rarement beaucoup de candidats en fait qui postulent pour prendre les sujets données personnelles. Toujours un point, c'est est-ce que ça va aller au financier, au juridique. La logique, c'est le juridique. Les achats, c'est venu vraiment du côté, il y avait un besoin. On a parlé avec mon directeur général, il m'a fait confiance et on a commencé vraiment à travailler sur comment le vendre. En fait, c'est la naissance de ce département achat. Donc là, tu te sens un peu, je te dirais, entrepreneur parce que c'est un peu, je monte ma petite entreprise au sein de l'entreprise. C'est une de mes questions, super. Parce que t'as tout un point, on s'est dit voilà, il n'y avait pas de département procurement. On savait qu'on allait avoir des centaines de fournisseurs. Donc, on a commencé, à cartographier, à se dire, tiens, oui, il faudrait avoir un département achat. Pourquoi faire? C'est quoi les besoins? C'est quoi les types d'activités? Donc, déjà, de construire un petit peu le business plan. Après, faut aller le vendre, parce que comme il n'est pas prévu, il n'y a pas le budget ni les ressources qui vont avec. Donc, expliquer à ton management pourquoi c'est aussi important. Une fois que tu l'as vendu, tu peux te dire et qu'on t'a dit oui, donc très contente, mais c'est là que le reste de l'aventure continue, parce que il faut trouver les gens. Donc ce qui veut dire qu'entre le moment où on avait matière, pardon, je t'interromps, que tu ne connaissais pas avant, sur un point que je ne connaissais pas. Donc il y a un côté très c'est trouver les meilleurs sur un point qui est pas du tout chez moi. Donc de se dire OK, on trouve les meilleurs, comment ils vont s'intégrer au projet. Et puis il faut le temps qu'ils arrivent, parce que bien sûr ils ont des préavis. Donc moi je suis restée quasiment 4 mois toute seule sur le département achat, donc je me suis fait aussi aider par des consultants externes pour commencer à avancer, parce qu'on partait vraiment d'une feuille blanche. Tout en continuant le juridique avec compliance à côté. Tout à fait. Évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Et on y reviendra. Et en plus, j'avais un petit aspect RH dont je sortais à ce moment-là. Et donc, on a toute la partie cartographie, les équipes arrivent, et puis après, t'as la réalité. Là, en un an, les équipes sont arrivées en effet l'année dernière. On a monté plus de 30 appels d'offres, on a attribué plus de 86 marchés, on a introduit aussi beaucoup d'aspects RSE en fait dans la sélection des fournisseurs. Donc c'est une belle aventure, et c'est là où tu te sens entrepreneur quand tu prends un peu de recul et que tu regardes tout ce qui s'est passé en peu de temps. Ok, et justement, on va faire un focus sur la partie entrepreneur, parce que c'est aussi le titre du podcast. Là, tu parles d'entrepreneuriat en interne en étant salarié, c'est une question que j'aime bien aussi poser. Et tu as été entrepreneur en tant qu'avocate et aussi en montant ton propre cabinet. Quelles sont les similitudes entre tous ces projets qui sont pourtant très différents, être avocate dans un grand cabinet anglo-saxon, monter ta propre structure où tu étais seule, et aujourd'hui être entrepreneur dans une structure qui existe déjà, mais où il n'y a pas tout, il faut monter un département. Est-ce qu'il y a des similitudes entre toutes ces formes d'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a des similitudes, bien sûr. Quand on pense quand je pense entrepreneur, alors, j'ai pas de définition de ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment un mindset, et c'est un côté très l'entrepreneur. Ça va être un bâtisseur, c'est quelqu'un qui, comme on dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui crée. Donc pour moi, ça va beaucoup avec la notion de gestion de projet. Quand je regarde les similitudes entre ces différentes expériences, alors souvent c'est la page blanche, et il faut aimer de se retrouver sur la page blanche et dire qu'il faut tout reconstruire. Enfin, c'est même pas reconstruire, c'est construire, développer. Moi, je trouve que c'est ce qui fait tout à fait le challenge du côté entrepreneurial, c'est d'avoir le choix, de se dire voilà, j'ai un projet, je veux faire un projet, c'est à moi en fait de le mettre en œuvre, c'est à moi de le créer et de se dire comment je vais y arriver. Et après, être
il y a être entrepreneur et un bon entrepreneur, c'est aussi avec les valeurs. Pour moi, tout le monde peut être entrepreneur, que ce soit en libéral ou en salarié. La question, c'est comment on le fait au mieux. Donc ça va avec, pour moi, un sens du collectif. C'est des valeurs fortes, en fait, un sens du collectif, une notion d'excellence, une notion de solidarité. Et aussi, pas avoir peur de l'échec. Pour être entrepreneur, pour moi, il faut aussi accepter l'échec. Ça fait partie du jeu. Et il y a que en se trompant qu'on devient meilleur. Et à partir du moment où on prend ce parti pris, on arrive aussi à construire des projets et de façon différente. Ok. Et justement, comme aujourd'hui, cette vision et ce mindset entrepreneurial que tu as eu, que tu as encore, ça t'a poussé à avoir d'autres matières que tu ne connaissais pas et à te former et à recruter des gens qui ne sont pas comme toi, du coup, des gens des achats. Voilà, comment tu le vis de faire moins de droits? Parce que forcément, tu en fais toujours. Mais est-ce que ça te manque? Est-ce que tu es content de faire autre chose? Enfin, comment tu le vis? Alors, je le vis bien. C'est une bonne chose. Alors, j'ai un côté un peu touche à tout où je voulais faire plus que du droit. Donc, déjà, c'est une volonté de ma part. Je le subis pas du tout. C'est quelque chose vraiment que j'ai mené. J'ai fait en sorte, et j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont permis de le faire. Donc, je fais moins de droit, mais je fais toujours du droit, comme tu le dis. Donc ça, c'est important pour moi. Je sais que ça fait partie de mon socle et que ça restera. Et après, il y a un côté beaucoup plus, je fais moins de droit, mais je fais du droit différemment. Pour moi, c'est avoir une approche différente du droit et de voir la fonction juridique de façon plus globale. Un peu plus à l'anglo-saxonne, où quand on parle pas de directeur juridique, mais on parle souvent de general counsel. Le general counsel, dans les pays anglo-saxons, il va avoir naturellement, alors, le juridique, la conformité, mais avoir la RSE, la partie vraiment je sais plus comment on le dit en français, je suis désolée, toute la partie RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, la partie stratégique, la partie gouvernance, la partie corporate, organisation, il l'a naturellement. Donc en fait, moi je vois plus la fonction juridique dans un monde idéal comme cela, beaucoup plus global et beaucoup plus positionné vraiment comme le conseil de l'entreprise, et ça change un peu ce prisme. D'accord, ok. En tout cas, ça te plaît et ça a l'air de te plaire. Ça me plaît beaucoup. Super. Est-ce que tu te vois justement revenir à un poste où tu ferais, entre guillemets, que du droit parce que là, tu as quand même beaucoup élargi avec toujours ce prisme juridique, mais est-ce qu'un poste, oui, de... plus centré, comme tu as dit. Aujourd'hui, je pense que ça serait difficile parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis curieuse et j'ai envie d'avoir d'autres activités. Donc, mais en même temps, si tu me dis que c'est un aspect c'est qu'une histoire de titre et que les périmètres sont très variés, je pense que ça dépend ce qu'on y met. Moi, je resterai pas si c'est que de la fonction technique juridique. Je pense qu'aujourd'hui, je préfère avoir un spectre plus large et j'aurais plutôt tendance aujourd'hui à rajouter d'autres casquettes qu'à en enlever. Et je le fais déjà un petit peu. Dans mon aventure chez On Location, j'ai eu l'opportunité d'être pendant 6 mois DRH par transition en plus du juridique. Là, c'est vrai que j'ai un certain nombre de dossiers transverses qui sont pas vraiment, qui rentrent pas en fait dans mes 3 départements. Ça va être du risk management, des services généraux, de l'immobilier, des dossiers liés à la fiscalité qui viennent chez moi naturellement, et ça me plaît beaucoup de découvrir de nouvelles activités. Ok. Tu mets le doigt sur un point moi, que j'aime beaucoup aussi, c'est pas forcément qu'une question de titre. Alors il est vrai qu'après un certain nombre d'années d'expérience, je le vois parmi les personnes que je rencontre, on a envie d'avoir une reconnaissance qui passe par le titre, mais parfois, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises, on a des postes avec un titre un peu ronflant pour le coup, et quand on regarde vraiment ce que la personne aura à faire, parfois, le poste peut être un peu moins intéressant qu'un titre un petit peu moins prestigieux, et au final, avec plein d'activités hyper diverses à faire, plein de projets à mener, et certaines personnes vont être attirées beaucoup plus par le titre, ce que je peux comprendre aussi, mais on peut passer à côté de postes absolument géniaux parce qu'il y a des perspectives qui vont aller au-delà de responsable juridique par exemple, et plein de choses à faire et plein de choses à développer. Donc ça c'est quelque chose merci d'en parler aussi, parce que c'est pas qu'une question de titre, c'est une question de projet et de personne, et aussi de timing aussi, parce que parfois arriver en timing avec un titre qui est pas forcément celui auquel on s'attendait, ce qu'on voudrait, peut en fait être un projet génialissime pour le coup, et de s'éclater beaucoup plus au bout d'un an que d'avoir le titre qu'on attendait depuis toujours. Donc faut faire attention à ça aussi, de bien rester ouvert. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, et tu en as la preuve. Du coup, donc parfait. Quelles sont tes inspirations du coup, Marie? Alors, le sport, tu nous en as parlé, ça fait partie de ta vie professionnelle, ça c'est sûr. Du coup, a priori de ta vie personnelle aussi, tu pratiques le sport et tu regardes, d'après ce que tu nous dis. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations, des choses qui te
qui t'inspirent au quotidien, des gens, des choses? Principalement des gens. Alors déjà, avant toute chose, dans mes sources d'inspiration, il y a ma famille, il y a mes proches, il y a mes amis, mes enfants, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais cet équilibre vie privée, vie professionnelle, pour moi, elle est très importante. Elle est pas toujours facile, mais c'est vraiment une source d'inspiration parce que c'est l'objectif numéro 1. Dans mon cas, et j'utilise souvent une expression, il faut savoir remettre l'église au milieu du village et prendre un peu de recul. Et c'est bien d'avoir des sources d'inspiration qui ne sont pas dans son milieu professionnel, qui sont différentes, qui ont des appréhensions différentes, que ce soit de la vie, de la société, enfin du quotidien. Donc ça, je dirais que c'est ma principale source d'inspiration. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres au niveau professionnel, que ça a été des dirigeants passés ou actuels, mes collègues, et pas que mes collègues, je dirais mes alter ego, mes collègues de façon générale, mes équipes. Et ici encore, tant dans le présent que dans le passé, je pense que j'ai une chance inouïe, c'est de rencontrer beaucoup de personnalités qui m'ont inspiré, qui m'ont fait confiance. Et ça fait vraiment partie des inspirations avec lesquelles, que moi je garde en tête. Et j'ai aussi des inspirations qui vont plus dans ma participation en fait à des associations ou à des clubs. J'en ai 2 particulièrement que je citerai. Le premier, c'est un club privé qui s'appelle Les Essentiels du Sport Business, dont je fais partie depuis un peu plus de 10 ans, qui regroupe en fait des femmes leaders, dirigeantes dans l'univers du sport et de l'entertainment, et qui a été créé à l'époque parce qu'on s'était rendu compte qu'on se connaissait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de femmes dans le sport, qu'on se connaissait pas beaucoup, donc ça nous a permis de créer un réseau, de comprendre les expertises des unes et des autres et d'avoir vraiment une sororité. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 70, mais tu peux avoir des directrices juridiques, des journalistes, des directrices marketing, des gérantes de clubs, donc c'est très très varié et c'est très inspirant. Et ensuite, il y a un deuxième club qui s'appelle Comet, que je crois que tu connais également bien, Audrey, qui est un club, pour le coup, de femmes dirigeantes. C'est pas lié au sport, c'est vraiment de tout horizon. Et l'idée ici, c'est vraiment de faire de l'intelligence collective et du développement personnel. Donc pour cela, en fait, on fait partie de Board of Personal Directors, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc en fait, c'est des membres des clubs de 8 personnes où en fait on se retrouve tous les mois pendant 2 heures pour échanger sur nos challenges, sur les questions qu'on peut se poser et comment en fait essayer de le résoudre mieux ensemble, vraiment dans des axes de bienveillance, de confidentialité. Et c'est aussi une grosse source d'inspiration pour moi. Eh ben, tu as bien raison d'en parler, en effet. On salue d'ailleurs Célia, Anne-Sophie et Patricia, les 3 fondatrices de Comet. Tout à fait. On leur fait un coucou. Voilà. Et est-ce que toi, tu as eu, alors tu parlais d'un peu d'inspiration, mais est-ce qu'il y a eu une personne, un mentor où tu t'es dit, tiens, c'est grâce à cette personne que je me lance ou qui t'a aidé au début de ta carrière notamment? J'ai pas eu de mentor particulier. Je pense que j'ai sûrement plein de mentors. En fait, les personnes dont je te parlais, qui pour le coup m'inspirent, pour moi c'est des mentors, mais un peu au quotidien. Mais j'ai pas eu une personne particulièrement où je me suis dit voilà. Et qui me suit tous les jours derrière. Et je pense qu'en fait, le mentoring, ça va un peu dans les 2 sens parce que pour le coup, je fais partie d'un programme de mentoring au sein d'Unlocation et du groupe actionnaire d'Unlocation qui s'appelle Endeavor, qui est un groupe américain. Et je suis le mentor, en fait, d'une jeune femme au sein de l'entreprise. Et en fait, des échanges qu'on a, enfin, j'espère qu'elle en tire quelque chose, mais moi, j'en tire aussi beaucoup, en fait, de tous les échanges. Donc, pour moi, ça va vraiment dans les 2 sens. D'accord. Et elle est pas du tout juriste, hein, du coup. Pas du tout juriste. Ok. Est-ce que on peut revenir aussi sur le côté collectif? Ça, c'est quelque chose, moi, qui revient assez souvent dans ce podcast, où on parle beaucoup d'entrepreneuriat, qu'on soit salarié, qu'on soit avocat, peu importe pour le coup. Et c'est vrai que ça revient toujours ce côté entrepreneur. Pour le coup, il y a un autre élément qui revient très souvent, c'est l'importance d'être entouré. Justement, et peut-être on a beaucoup parlé du côté collectif, d'être entouré, des inspirations, les gens qui sont autour de toi. Est-ce que, enfin, j'ai déjà un peu ma réponse, je me pose quand même la question, est-ce que tu pourrais de l'importance pour un juriste au sens large, justement d'être un juriste de réseau, d'avoir des gens, enfin on peut pas être seul, enfin quel est ton avis par rapport à ça? Moi je pense que c'est quelque chose de fondamental, le réseau,
et le juriste est pas bien formé au réseau. C'est pas quelque chose qu'on apprend malheureusement dans le cadre des parcours universitaires ou un peu plus peut-être en école d'avocat maintenant. Et je ne sais pas vraiment, mais c'est quelque chose sur lequel le juriste a tendance un peu à rester tout seul dans son coin, à pas forcément développer son réseau, et que ça soit un réseau de juristes ou de non-juristes, et d'aller s'ouvrir à l'extérieur. Moi, je pense que c'est fondamental, tout d'abord pour, en effet, comme tu le dis, être bien entouré, déjà être entouré et pas être seul dans une fonction. Il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est des juristes uniques, donc c'est important de pouvoir développer en fait sa communauté, son expérience, développer aussi des liens, pouvoir demander des conseils. Ça, je pense que c'est vraiment important, et aussi même trouver un travail, changer de travail, ça fonctionne quand même beaucoup par le réseau. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui trouveront un nouveau travail en explorant le réseau, en expliquant ce qu'ils font, en cherchant des opportunités et en s'intéressant à l'autre, que juste en répondant à des offres d'emploi classiques. Et je pense que c'est un point vraiment important. Et les juristes devraient le développer encore plus. Les avocats sont souvent meilleurs puisqu'il y a la recherche de clients. Bien sûr. Et puis réseauter, c'est réseauter aussi dans son entreprise. C'est aller chercher son client, c'est aller chercher. Alors j'aime pas parler de clients, c'est aller chercher les collègues pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'entourent et comment ils se développent. Alors c'est vrai que sur le fait de trouver un nouveau projet professionnel, il y a aussi heureusement des chasseurs de tête qui viennent chasser du coup. Comme toi. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que nous, notre pire concurrence, c'est ce que j'aime souvent dire, c'est les réseaux de chacun. Et c'est normal et tant mieux pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a parfois des juristes qui ont pas beaucoup de réseau, et ça veut pas dire avoir un réseau, une famille à la base, ou voilà, ça se crée en fait un réseau et ça s'entretient, et c'est pas seulement pour trouver un nouveau poste, c'est aussi pour être plus épanoui dans son poste actuel. Et ça, moi j'aime bien aussi le mettre en avant, donc merci aussi d'en reparler. C'est vraiment aller chercher l'avis de tiers pour le coup, juriste ou non juriste, et c'est pour faire bien son métier, être épanoui dans son métier actuel, pour aussi après être encore plus épanoui et plus efficace pour la suite aussi. Et ça peut créer des opportunités. Tout à fait. Ça s'entretient, et c'est un vrai job à part entière aussi. Ça s'entretient, et t'as tout à fait raison. Moi, j'avais pas de réseau juridique du tout au départ. Je l'ai créé toute seule. J'avais pas non plus de réseau, encore moins dans les achats, dans la compliance. C'est un monde que je ne connaissais pas. Faut apprendre, et il faut aussi oser. Moi, je trouve ça toujours bien quand quand on me contacte, par exemple, via LinkedIn, en me disant « Est-ce que vous avez une demi-heure à m'accorder ?» Bien sûr que j'ai une demi-heure, et ça fait partie, je trouve, aussi de nos rôles quand on prend un peu plus d'expérience, de prendre son temps pour échanger. C'est pas forcément pour donner, pour trouver un travail, c'est pour expliquer un projet, donner des conseils, donner d'autres noms de personnalités. Et je pense que ça, il faut juste oser le faire, parce que, en tout cas, on est souvent plein à être ravis de raconter ce que l'on fait, et aussi d'échanger, de pouvoir donner des conseils, et ça va vraiment dans les deux sens. Tout à fait. Merci de prendre ton temps pour toutes ces gens qui te contactent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un juriste ou un avocat ? Alors, je donnerais pas forcément les mêmes conseils à un juriste ou un avocat. À un juriste, je pense que j'aurais vraiment un conseil, tu vas beaucoup aimer, je pense. C'est soyez un peu entrepreneur. Aujourd'hui, ce qui me chagrine parfois dans la fonction juridique en entreprise, c'est qu'on parle souvent de fonctions corporate, de fonctions support, moi qui est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. La fonction juridique, la fonction compliance, les fonctions RH, finance, ce sont pas des fonctions support. Pour moi, ce sont des fonctions vraiment stratégiques de l'entreprise qui lui permettent de gagner, que ça soit en efficacité, en compétitivité. Mais ces fonctions sont aussi perçues comme cela du fait de leurs acteurs. Je m'explique. Il y a un moment, si on considère en fait qu'on attend son client toute la journée, en effet, on va être perçu comme le prestataire de service. Si on va pas au-delà pour comprendre les activités, pour proposer des projets, pour proposer d'autres façons de faire, pour comprendre comment fonctionne la stratégie de l'entreprise, il va rien se passer. Donc là-dessus, il y a vraiment un côté aussi, il faut y aller, il faut oser, il faut proposer, il faut pas rester dans son coin, et dans le pire des cas, on dira non, c'est pas la fin du monde. Et dans beaucoup de cas, on dira oui, parce que justement, une fonction juridique, elle peut avoir une vision beaucoup plus transversale et va avoir plusieurs directions. On va dire non, peut-être que le process devrait être différent pour être plus efficace. Peut-être qu'on peut vous aider à être plus autonome. Comme ça, nous, on a moins de travail et vous pouvez avancer plus vite. Mais tout ça, il faut un peu le porter, il faut agir et en faire le marketing. Donc, c'est des sujets sur lesquels je trouve qu'on est encore un peu timide, voire inexistant, et ça change tout, en fait, d'avoir ce positionnement au niveau de l'entreprise
Et après, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi à avoir des périmètres différents, je pense. Et après, sur les avocats, alors tu vas peut-être me dire que je dis l'évident, mais comprendre le business et l'activité des clients, ça reste quelque chose que je ne vois pas toujours chez les avocats. Moi, de temps en temps, quand je rencontre des avocats à leur demande, et que le déjeuner ou un petit déjeuner ou une réunion commence en me disant « Qu'est-ce que vous faites comme activité, Marie ?» J'avoue que de temps en temps, les bras m'en tombent un peu parce que je m'étais dit, peut-être de façon très naïve, que la personne se renseignerait avant. Et ça, c'est un premier point. Donc, bien comprendre cette activité, puisque c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de fonctions juridiques internalisées. Donc, les notes longues, pas pragmatiques, on veut pas prendre de risques, et c'est beaucoup moins, justement, quand on va chercher un avocat, on veut aller sur ce petit niveau supérieur. Donc, sans donner un 100%, c'est d'aller un peu au-delà, parce que je pense que l'exercice de la profession d'avocat a également aussi beaucoup changé. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir se développer plus chez les avocats, c'est aussi cette notion, un peu comme le juriste en entreprise, de pas juste être un prestataire de service, et de se demander aussi comment en fait la collaboration avec son client fonctionne, de demander du feedback. Aujourd'hui, là, on sort, on est en train de sortir de toutes les parutions sur les classements. Les avocats vont venir voir leurs clients et c'est normal, mais souvent on n'a pas de retour ou on nous demande pas forcément en tant que client, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on pense du mode de fonctionnement avec l'avocat. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant à développer. Et ça va dans les deux sens. Ça ferait sûrement peut-être plus en fait d'activité pour l'avocat, mais aussi plus de satisfaction et de collaboration de la part de l'entreprise. D'accord. Ça, tu le vois dans ton quotidien aussi, quand tu pilotes aussi des avocats sur un sujet. Oui. C'est évidemment quelque chose auquel tu fais attention. Extrêmement attention. Ok. Le message est passé auprès de tes partenaires. Très intéressant ce que tu disais aussi sur le marketing. Ça, on commence à en parler de plus en plus. Parfois, ça peut être un peu tabou. Mais en fait, il n'y a pas que le directeur juridique ou la directrice juridique qui doit être directeur marketing de sa propre profession. Il y a aussi le juriste, en effet, de faire le marketing de ce qu'il fait, de le faire entendre, d'aller justement rencontrer des gens, faire son réseau interne pour le coup. Et je le vois, moi, dans le cadre parfois d'entretiens de recrutement, où les personnes sont assez sensibles justement au marketing même interne et externe de la direction juridique. Ça peut être un vrai élément et d'attractivité en fait pour les personnes, pour rejoindre une équipe juridique. Et ça peut être aussi hyper important pour rester fidélisé. Et ça, j'ai l'impression que les managers juridiques n'ont pas forcément conscience, et même certains juristes n'ont pas besoin d'être directeurs pour faire le marketing de la profession juridique en interne et en externe. Non, tout à fait. Et c'est vraiment, c'est tout le monde peut le faire, devrait le faire. En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Et je pense que ça permet d'avoir aussi plus aussi de plaisir dans son métier. Exactement. De pouvoir raconter une belle histoire, comment une négociation, comment une acquisition, sans aller sur violer de la confidentialité ou quoi que ce soit, c'est juste de raconter une belle histoire en interne. Alors, c'est encore plus simple quand on peut partager tous les éléments, mais en externe, comment un dossier, en fait, ce qu'il a amené, et ce qu'il a amené pas juste sur la fonction juridique, qu'est-ce qu'il a amené à l'entreprise, quels ont été les challenges, et apprendre à le raconter, à le partager. Souvent, on dit que le juriste, en effet, ne peut rien partager parce que il y a toutes ces obligations de confidentialité, mais sans tout révéler, on peut quand même raconter des histoires, et des histoires qui peuvent faire rêver. J'ai presque envie de dire que c'est un dernier mot, mais je vais quand même te demander s'il y en a un autre. Est-ce que tu as un dernier mot ? Alors, j'aurais un mot plus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, on se parle, on est à J-99. Donc, autant te dire que si je prends une expression sportive, on va encore mouiller le maillot, on a la tête dans le guidon, on a beaucoup à faire et c'est fantastique. J'ai plus un regret aujourd'hui quand je vois les quotidiens, les médias, et beaucoup de gens aujourd'hui ont un JO bashing tous les jours. Il n'y a pas une semaine, pas un jour sans qu'on critique l'organisation, sans qu'on dise que les Français veulent quitter Paris, que de toute façon cela ne va pas bien se passer, que les organisateurs ne seront pas prêts. Et je trouve ça un peu dommage, ce côté nain grincheux toute la journée, alors que on va accueillir le plus grand événement sportif
de la planète, qu'il y aura toutes les populations qui seront représentées, qu'on va avoir vraiment des émotions fantastiques sur le sujet. Donc j'aurais envie de dire, voilà, arrêtons le géobashing, profitons quand même, essayons de célébrer quand même ce moment. Ça va être une aventure extraordinaire et je pense que on va être fiers aussi. Il va y avoir des médailles françaises, mais on va être juste fiers de l'émotion de toute cette organisation. Les organisateurs aujourd'hui, ils font un boulot fantastique, que ce soit en termes d'écologie, d'héritage, de sobriété et c'est un travail titanesque. Donc, moi, je tiens à les remercier pour cela, à tous les gens qui travaillent sur cet événement. Et j'espère que voilà, ça sera plutôt le place au jeu que le halte au jeu. Donc, on va rester sur le place au jeu. Merci pour ce dernier mot et ce message du coup engagé. Est-ce que tu as passé un bon moment, Marie ? J'ai passé un excellent moment, Audrey, et toi ? Ouais, très bien aussi. Merci de demander. C'est un peu ce que je vends aux personnes qui sont mes invités. Je leur dis, vous avez passé un moment, il faut absolument. Donc, j'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Eh ben, merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, ton parcours, ce qui t'inspire, de parler des JO, en effet. Donc, soyez nombreux à participer à cet événement, peut-être pas en tant que sportif, mais en tout cas en regardant, du coup, tous ces beaux événements qui vont arriver. Et Marie, on suit ton actualité, du coup, grâce aux JO aussi. Et bon courage à toute ton équipe et merci d'être sur le pont pour ces beaux JO qui vont Merci arriver. beaucoup Audrey, à bientôt. À bientôt Marie, merci à tous d'avoir écouté et à très bientôt pour ce un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.